Merci beaucoup, docteur. C'était vraiment passionnant. Vous écouterez des heures et des heures, puisque voilà, vous êtes, alors moi, à titre personnel, je vous ai suivi sans que vous le sachiez dans la jeunesse de votre projet qui, pour moi, d'un intérêt national et je souhaite qu'il y aura comme Nafsiatech, un effet viral. Alors, tout à l'heure, vous avez dit oui, mais quand je vous ai posé la question sur les contraintes, et je comprends votre prudence, Allah Ibarek, vous avez dit oui, mais bon, des contraintes, il y en a, on va pas s'étendre, mais moi, je fais partie de ceux, j'aime l'Algérie, c'est notre pays. Au contraire, il faut parler des freins, des obstacles, des contraintes. Pourquoi? Pour en tirer un enseignement. On n'est pas là pour critiquer pour la critique. Et justement, je vais donner la parole au docteur Ejem Zelghini, qui lui aussi, comme vous, a mis en place un projet autour de la téléconsultation orthopédique. Et vous allez voir, ça sera très intéressant parce que pendant son parcours, donc pour l'établissement de ce projet à Alger, et il nous fera part justement de ses réussites, mais aussi des freins qu'il a eus, de ses obstacles, non pas pour critiquer pour la critique, mais tout simplement pour en tirer un enseignement et puis pour le dire à tous nos compatriotes, à nos étudiants, ne baissez pas les bras, au contraire. On est un beau pays, on est un pays comme les autres, avec ses difficultés, ses freins, je dirais, ces obstacles. Il faut les surmonter. C'est même, je dirais, dans l'ADN de l'entrepreneur. Autrement, le wahad, il peut le khidma. Parce que, c'est vraiment, un chef d'entreprise, si tout est prêt, eh bien, ça serait trop facile. Ça fait partie aussi de notre, je dirais, parcours. Donc, docteur Hichem Zelghini, je vous en prie. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de questions, je suis en train de les noter. Donc, pardon, ça tombe sur toi, cher ami, mais essayez de tenir sur les 15 minutes parce qu'il y a des questions qui sont posées. J'aimerais vraiment faire un débat avec la salle parce que toutes ces questions sont destinées à vous, conférenciers. Je t'en prie, docteur Hichem Zelghini, à toi de nous faire cette présentation. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très très bien, très très bien. Écoute, merci Abdelaziz pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'être dans un panel de compatriotes et je voulais vraiment féliciter le docteur Mustapha parce que je suis vraiment admiratif. Je ne savais pas. Déjà, merci d'être ici parce que j'apprends des choses. Je pense que j'apprends plus que ce que je vais vous donner comme information. Alors moi, je suis chirurgien orthopédiste, formé à l'école d'Alger. J'ai immigré, pour reprendre certaines paroles de conférencier. Donc, j'ai immigré il y a 30 ans et j'étais donc dans des hôpitaux, chef de pôle, chef de service. Et actuellement, je suis en activité en région parisienne, clinicien. Donc, alors, je vais un petit peu corriger, je ne suis pas un expert en e-santé, je suis plutôt un clinicien, je suis un technicien, chirurgien. Donc, je vais vous parler de ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, pas les problèmes techniques dont a parlé par exemple Merwen, mais ce que peut attendre un chirurgien orthopédiste ou un praticien, un médecin généraliste, un rhumatologue, ce qui peut attendre de la e-santé. Donc, je vais partager un petit peu mon écran. Voilà, c'est parfait, très bien. Vous le voyez? Très très bien, c'est parfait. Parfait. Donc en fait, moi, comment je suis arrivé à la e-santé. En fait, pendant tout mon exercice, dans les années 2010-2012, je voyais à chacune de mes consultations 4-5 patients qui venaient d'Algérie par semaine pour un diagnostic, en fait, même pas pour une prise en charge thérapeutique. C'est-à-dire que le patient, il se déplaçait d'Alger, souvent avec son épouse, ou le contraire d'ailleurs. Donc, vous imaginez le prix du billet d'avion, l'hôtel, le prix de la consultation, pour arriver à un diagnostic, pour que je dise, écoutez, monsieur, vous avez une petite arthrose, il y a besoin de rien, vous allez voir quelqu'un, il va vous faire des infiltrations. Donc, vous imaginez le prix de la consultation pour ces patients. C'est ce que j'appelle, moi, le tourisme médical, en fait. Comment ces patients essayent d'avoir… Alors, quand je dis du tourisme médical, on verra tout à l'heure, il peut être à l'international, mais il peut être en interne, c'est-à-dire dans le pays même. Donc, en fait, actuellement, le soin, en tout cas jusqu'à avant le Covid, parce que le Covid va changer, en tout cas il a changé quelque chose, il va changer beaucoup de choses. Le soin se fait donc en déplaçant le patient vers la structure la plus adéquate.
d'accord? Alors que ça peut être à l'intérieur du pays, mais ça peut être aussi à l'international. Le but de la e-santé, de mon point de vue, c'est de faire différemment, c'est-à-dire qu'il faut amener le soin au lieu de la résidence du patient. Alors, d'abord en faisant du diagnostic, parce que ça, c'est le plus facile. Hein, alors, ça peut être du diagnostic par rapport au patient, hein, si c'est du B2C, ou ça peut être de l'expertise, c'est-à-dire entre professionnels. Et ensuite, on pourra même parler de thérapeutique, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, pour vous donner, juste pour planter le décor, pour voir un petit peu les enjeux, pas uniquement à l'intérieur de l'Algérie, mais à l'échelle, je dirais, mondiale, africaine, et pour revenir à ce qu'a dit tout à l'heure Adem Slemnia, il ne faut pas juste regarder l'Algérie, on a un vecteur de croissance en Afrique qui est très, très important. Le tourisme médical, c'était 60 milliards de dollars il y a 4-5 ans, on doit être à 100 milliards. Et les leaders mondiaux, comme vous le voyez sur la diapositive, hein, c'est la Thaïlande, le Brésil, l'Inde, de plus en plus la Turquie. En Europe, en 2015, 200 000 patients étaient traités avec un revenu de 2 milliards. En France, on est vraiment en retard pour des causes culturelles. Ici, on ne parle pas anglais, on n'accueille pas bien les patients, et il y a un problème de visa. Ceux qui sont en train de monter en puissance, c'est essentiellement la Turquie, qui pour l'anniversaire des 100 ans de ce pays-là, c'est-à-dire en 2023, prévoit de recevoir et de soigner jusqu'à 2 millions de personnes. En Asie, c'est bien évidemment Singapour qui est vraiment le hub médical. Alors, des données chiffrées, c'est important, c'est très, très terre à terre, parce qu'on reviendra, l'argent est le nerf de la guerre, et on ne peut pas dire on va le faire gratuitement. Donc, si on veut gagner, il faut avoir je dirais, des retombées économiques assez conséquentes. Un pontage coronarien aux États-Unis, c'est 102 000 euros. C'est 6 000 euros en Pologne. Une prothèse de hanche, quelque chose que je connais bien pour le pratiquer, je dirais, quotidiennement, c'est 42 000 euros aux États-Unis. C'est 5 000 euros en Pologne. À Paris, où je le pratique, c'est 10 000 euros. Et à Alger, c'est 4 000 euros. Alors, pour revenir un petit peu dans le secteur de la santé, il faut que vous sachiez, selon ce que dit l'OMS, que l'Afrique abrite 25% des malades du monde. Elle fabrique moins de 2% des médicaments et elle bénéficie que de 1,3% des ressources financières. Et sur le plan, je dirais, de la disponibilité des professionnels de santé, et on est à 3%. Alors, ils sont où? Si je peux vous dire qu'en France, simplement, on a plus de 20 000 médecins algériens qui sont là, qui sont arrivés depuis 1990. Alors, sur le plan des finances, alors sur le plan de l'Afrique, l'Algérie a des ressources assez conséquentes quand on la compare avec les autres pays. On a un PIB qui est assez conséquent, rien à voir par rapport aux pays occidentaux, bien sûr, mais on a des ressources pour s'occuper de nos patients. Sur le plan de la maladie, M. Slamia tout à l'heure l'a dit, on est en train de virer, c'est-à-dire que dans les années 80-90, on était en pathologie, je dirais, plutôt infectieuse. Les gens mouraient plutôt de typhoïde, de choléra, de tuberculose. Actuellement, on commence à avoir des pathologies plutôt de pays riches, c'est-à-dire les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les cancers. Par exemple, en Algérie, en 2018, on a eu plus de 41 000 nouveaux cas de cancer. Sur le plan de la population, l'Algérie, c'est le premier pays d'Afrique, enfin du Maghreb, 42 millions d'habitants. Et pour le Maghreb, on est à 100 millions et il est prévu en 2050 que le Maghreb ait 130 millions d'habitants. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, toujours, je suis désolé, mais c'est ça qui va marquer parce que c'est ça qui va déterminer la stratégie éventuellement de la e-santé. C'est un travail qui a été réalisé, un fabuleux travail qui a été réalisé par le docteur Chaoui. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Je pense qu'il était ancien ministre et qui est gastro-entérologue, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai quitté l'Algérie depuis 30 ans. Et je vais vous montrer quelques chiffres qui sont parlants. La densité de médecins, donc ce qui est bien dans ces diapos, vous avez toujours le Maghreb.
on peut se comparer. Et vous avez sur le côté tout à fait à droite, vous avez l'Espagne, qui un petit peu est la moyenne de l'OCDE, en fait, la moyenne des pays d'Europe. Donc, vous voyez, par exemple, en matière de lits d'hospitalisation, l'Algérie, c'est 17, à peu près un peu moins que la Tunisie, beaucoup plus que le Maroc, mais 2 fois moins que l'Espagne. En matière de densité donc, de médecins, on est les premiers, mais 3 ou 4 fois moins que l'Espagne. Beaucoup plus intéressant, le PIB consacré. Alors, c'est des chiffres qui commencent à dater maintenant, hein, parce qu'ils datent de 2013. Donc, ça fait 7 ans. Donc, c'est des chiffres qui commencent à vieillir, mais je dirais la tendance devrait rester la même. Donc, en matière de PIB, par exemple, l'Algérie, c'est 4%, le Maroc 6%, la Tunisie 6%, l'Espagne 9%, en France, par exemple, on est à 11%. Simplement, ce chiffre, il faut le prendre avec la valeur absolue. Il ne faut pas juste prendre le pourcentage simplement. En valeur réelle, l'Algérie dépense pour chaque citoyen à peu près 437, donc bien plus que le Maroc, quasiment 2 fois plus que, enfin, un peu moins que 2 fois plus que le Maroc, un peu moins que la Tunisie, mais 10 fois moins, par exemple, que la France. Quelque chose de très important et que les Algériens devraient tout de même savoir, c'est que le pays, en tout cas le gouvernement, dépense beaucoup. Regardez, en matière de part de dépenses privées de santé, donc l'Algérie dépend 13% de reste à charge, comme on dirait ici en France, alors que le Maroc, les patients dépensent beaucoup plus que ne dépense le gouvernement. Un quart pour l'Espagne. En espérance de vie, il y a encore du retard, je dirais, par rapport à l'Espagne. Bon, l'Espagne, ce n'est pas le meilleur exemple parce que c'est un des pays où l'espérance de vie avec l'Italie est très, très importante, mais il nous reste une dizaine d'espérance de vie. Mais ce que a dit tout à l'heure monsieur Adem Slamia, ce n'est pas uniquement l'espérance de vie, c'est aussi la qualité de vie restante qui est très, très importante. Enfin, regardez cette diapositive, en tout cas ces chiffres qui sont extrêmement parlants et qui peuvent être, je dirais, nettement améliorés par la e-santé, c'est-à-dire le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances. Sur 100 000 naissances, on perd en Algérie 120 femmes, en Tunisie, nos amis tunisiens 2 fois moins, et en Espagne 20 fois moins. Tout simplement, ça veut dire que on a 20 fois plus de chances de mourir en Algérie quand on accouche qu'en Espagne. Et tout simplement, si on pouvait faire de l'échographie, de l'e-santé par de l'échographie, on pourrait déjà suivre toutes les patientes et toutes les patientes qui ont des grossesses qu'on appelle pathologiques, on pourrait bien évidemment les transférer dans le Nord. Alors, concernant les structures, alors, je ne vous apprends pas beaucoup de choses. Le Maroc a pris un peu plus d'avance sur nous, avec surtout l'intérêt de grands groupes français, entre autres Elsan, qui s'installe au Maroc et qui veut en faire un hub de développement pour la médecine en Afrique. En Algérie, c'est un développement qui est important, qui est soutenu, mais un petit peu anarchique du fait des lois, comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur. Il y a essentiellement une prédominance dans l'imagerie et de la biologie avec des investisseurs locaux et de la diaspora. Pour la Tunisie, un problème important pour eux, c'est une dépendance importante de la clientèle par rapport à l'étranger, libyenne et algérienne. Alors, pourquoi la e-santé? Pour ma part, cela me paraît évident en tant que praticien. Alors, praticien, ça me permet de me rapprocher de mon patient et de son environnement, de le dispenser des tracasseries administratives, hein, donc les visas, alors visa pour l'étranger, mais en Algérie, vous avez quelqu'un qui est à Tamanrasset et qu'il faut aller voir quelqu'un à Oran, Constantino, Alger, il faut qu'il prenne le billet d'avion, il faut une hôtellerie. Donc, toutes ces tracasseries-là, donc on peut les mettre de côté. Bien évidemment, une diminution drastique des prestations et, semble-t-il, de plus en plus un accueil chaleureux, on le voit aujourd'hui, par les autorités.
Bien évidemment, un développement très, très important de la population de la classe moyenne. Et comme vous le savez, une classe moyenne, il y a deux intérêts pour elle, c'est l'éducation et la santé. Alors, bien évidemment, il y a des menaces. Si on ne le fait pas, d'autres le feront pour nous. J'ai parlé tout à l'heure de la Turquie, actuellement les Américains. Comme vous voyez, donc, il y a un projet par Facebook donc, de mettre du câble un peu partout gratuitement, récupérer les données et donc mettre notre population donc, sous la dépendance de structures de santé, e-santé américaines. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, le continent africain, 14% des débouchés commerciaux en santé seront en Afrique. La valeur marchande actuellement est de 259 milliards, mais je vous promets que c'est une croissance à 2 chiffres sur les 10 prochaines années. D'ailleurs, les Américains ont tellement bien compris qu'ils viennent de faire un investissement de 5 milliards et en 2 milliards en fonds propres. Le deuxième pays menaçant, c'est bien évidemment la Chine. Excellente diapositive. Regardez, avant 1995, le premier pays partenaire des pays d'Afrique, ce n'était pas la Chine. En 2015, le premier partenaire économique, c'est plus de 70%, c'est la Chine. Enfin, je dirais qu'on peut aussi s'appuyer sur la diaspora. Alors en Algérie, on reste un petit peu en dessous, surtout du Maroc, où nos compatriotes transfèrent plus de 2 milliards de dollars et qui servent essentiellement, selon les statistiques, en tout cas selon ce que dit l'OCDE, pour l'éducation et la santé. Alors, pour répondre à la question tout à l'heure, j'essaye de faire vite, Abdelaziz, j'ai essayé, du fait de mes questionnements de tout à l'heure, c'est-à-dire développer une application. Alors pour moi, en 2015-2016, on n'avait pas encore les techniques de visioconférence. Donc moi, je me suis dit, avec les difficultés Internet, j'allais faire en fait un questionnaire. Et donc, ce sont pour des pathologies particulières et pour des spécialités particulières. Entre autres, l'orthopédie, l'imagerie, éventuellement la dermatologie. Alors, pourquoi j'ai choisi ce genre de spécialité? Parce que c'est des spécialités où on peut, sur un dossier, je dirais, de questionnement et d'imagerie, poser un diagnostic. On n'a pas besoin de voir le patient, de toucher le patient. Et donc, nous, on a développé cette EPSIDEM avec d'abord des compatriotes ici en France et surtout des compatriotes en Algérie, c'est-à-dire que tout le back-office a été fait en Algérie, mais avec des difficultés importantes que je pourrais vous relater tout à l'heure, plutôt en question-réponse. Mais je vois que Mostafa a eu, à mon avis, beaucoup plus de volonté, beaucoup plus de perspicacité pour arriver. Donc, quels sont les obstacles de mon point de vue et je termine. Alors, le front office, c'est-à-dire les praticiens, les médecins, les gestionnaires de cliniques, ça, il y a un disponible. On est disponible. Par exemple, moi, là, je suis sur un groupe d'Algériens WhatsApp. On doit être au moins à 250. Bon, c'est assez, je dirais, assez rudimentaire. Mais si je dépose une question là, à l'instant, je demande un avis extrêmement spécialisé dans n'importe quelle pathologie, j'ai une réponse dans la demi-heure. Donc, tout ce qui est en front office, c'est-à-dire les médecins, les chirurgiens, les gestionnaires de structures de soins, c'est disponible. Aussi bien évidemment en Algérie qu'en diaspora. Le reste, le problème, en tout cas qui se pose à nous et qui s'est posé à moi, c'est ce que j'appelle moi la I. Alors, ça peut être là, on est en e-santé, mais ça peut être aussi e-commerce, e-éducation, etc. Alors, les plateformes, est-ce qu'on a les ingénieurs? Est-ce qu'on a les graphistes? Est-ce qu'on a les gens qui s'occupent de la cybersécurité? Mais cela de manière, je dirais, continuelle. Faire un site, ce n'est pas le faire et attendre. Il faut qu'il soit entretenu en permanence. C'est du 24/24. Vous avez la version bêta, vous avez des versions, en fait, quasiment chaque semaine, vous avez votre version.
La deuxième chose qui est importante et dont Marwan en a parlé tout à l'heure, c'est l'accessibilité à Internet. Moi, actuellement, je réponds par WhatsApp à des gens qui sont à Khanchla, Ouergla, Sidi Bel Abbès. Ben, parfois, par WhatsApp, la vidéo, elle coupe et parce qu'il n'y a pas le champ, enfin, il n'y a pas le réseau qu'il faut. Donc, qu'en est-il de la fibre? Et le troisième volet qui est tout aussi important et dont a parlé tout à l'heure Mustapha Nabil, c'est quelle est la législation? Parce qu'en fait, on fait tout ça, mais il faut des moyens. Donc, le patient doit payer. Comment il va payer? Est-ce que les banques vont jouer le jeu? Est-ce qu'il y a la sécurité des investissements? Et est-ce que la législation le permet? Et voilà, et je vous remercie et j'attends vos questions. Merci, docteur Zelghini. Donc, vraiment, bravo pour cette belle présentation. Moi, j'aurais deux petites questions et si tu avais la gentillesse d'y répondre rapidement, parce que, comme je te l'ai dit, je voudrais vraiment laisser donc le débat. Et d'ailleurs, je tiens à remercier tous mes amis qui ont répondu à mon appel, le docteur Belkacem Fligani, Khalil Sahri, à Yasmine qui est là, j'ai vu qu'il y avait Nabila, et ceux que j'oublie qui me pardonnent. En tout état de cause, deux petites questions très rapides. Toi, en tant que praticien, donc spécialiste en orthopédie, selon toi, quelles sont les pathologies auxquelles les étudiants, les porteurs de projets, les technologues en santé devraient s'intéresser, hein? Et la deuxième, mais tu as déjà répondu partiellement, c'est quelles sont les difficultés que tu as rencontrées. Là encore, ce n'est pas pour critiquer, hein, mais c'est tout simplement pour essayer d'avancer. Merci, Hichem. Alors, pour la première question, vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Pour la première question, je dirais c'est assez simple. C'est tout ce qui ne touche pas à l'examen clinique. Alors, bien évidemment, maintenant, tout est en train de, je dirais, d'évoluer. L'examen clinique, c'est-à-dire aller toucher le malade, palper le patient, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. D'où le développement ici en France de ce qu'on appelle des infirmiers spécialisés. En fait, ces infirmiers spécialisés, ils vont, par exemple, faire l'échographie, mais ce n'est pas eux qui vont l'analyser. Vous allez prendre, par exemple, un infirmier spécialisé qui va faire l'électrogramme, mais ce n'est pas lui qui va l'analyser. Et en fait, elle va toucher toutes les pathologies. Il y a des pathologies qui sont plus importantes. Par exemple, la dermatologie, c'est une caricature. La dermatologie, le patient n'a pas besoin. L'imagerie, vous savez qu'actuellement, aux États-Unis, plus de 65% des images qui sont analysées aux États-Unis sont faites à Bangalore, c'est-à-dire elles sont faites en Inde. Donc, et on a des réponses immédiates. Et la pathologie dont je suis praticien, c'est-à-dire l'orthopédie, c'est à 90%, on arrive à résoudre ces problèmes. Pour répondre à ta deuxième question, les difficultés, mais j'ai l'impression que ça évolue. En fait, je pense que le Covid a boosté tout ce qui est numérique et tout ce qui est digitalisation. C'est-à-dire que les États, les gouvernements sont obligés d'accompagner parce que ça leur facilite les choses en fait. Hein, quand vous faites des couvre-feux, et il vaut mieux analyser le bilan biologique de quelqu'un qui est à Bachar, l'analyser par digitalisation que de faire venir le patient et le voir. Donc moi, en 2016 et 2017, quand j'avais lancé la plateforme, la première, essentiellement, c'était d'avoir une équipe performante de back-office, c'est-à-dire des designers, des ingénieurs qui maîtrisent le Python, disponibles 24/24, la sécurisation des données. La deuxième, c'était comment faire payer les patients. Ça, c'était très important. Est-ce qu'on peut payer par carte bancaire? D'ailleurs, c'est une question que je vais poser tout à l'heure à Nabil, comment il se fait payer. Et la dernière chose, c'est bien évidemment la législation. Parce que pour le moment, c'est un flou. Alors, pour des gens comme moi qui sont à l'étranger, qui voulons développer des startups, comment est-ce qu'on a droit de le faire? Est-ce qu'il faut obligatoirement résider en Algérie? Toutes ces questions-là, mais peut-être que Mustapha pourra me répondre.
Bien, merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, docteur Mustapha, en quelques minutes, comme ça je vais Oui, donc, donner la parole après à Simoussa. Je vous en prie, docteur Mustapha. oui, d'abord, je remercie mon collègue Dr Zerguini pour cet excellent exposé, digne d'une conférence de l'université. Merci beaucoup, c'est vraiment très, très instructif. Pour la question du paiement, en fait, nous sommes déjà agréés par Algérie Post pour tout ce qui est paiement en ligne. Notre plateforme, on permet aux citoyens de payer en ligne avec la carte bancaire ou plutôt la carte postale, donc la carte Dahabia. Et on est en train de travailler sur la carte interbancaire, donc pour ce qui est du réseau bancaire. Donc pour cela, on a fait un chemin, mais je pense que la vraie contrainte ne réside pas là en fait. En fait, il faut qu'il y ait un travail en amont qui par rapport à l'inculcation de la culture de payer en ligne. Déjà, il faut que les gens comprennent quel est l'intérêt, quelle est la sécurisation de la chose. On a encore du retard dans ce sens-là. Depuis qu'on a déployé des solutions de paiement en ligne dans notre plateforme, on a connu une décroissance du nombre des consultations. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours peur de payer en ligne, ne savent pas comment, c'est toujours technique pour eux. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils donc toutes les aléas techniques qui peuvent s'accompagner d'une telle opération. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait déjà un travail de démocratisation de l'usage des moyens de paiement en ligne avant déjà de parler des technologies. Pour nous, la technologie est déployée, mais nous avons cru au départ que ça va être salvateur pour nous, mais en fait on s'est rendu compte que non, en fait il faut d'abord que les gens comprennent ce qu'est le paiement en ligne, ce qu'est les transactions en ligne, comment sécuriser, tout ce qui va avec. Ça, c'était par rapport à votre première question. La deuxième question, c'était, docteur? Non, il n'y avait qu'une seule question. Vous avez bien répondu. C'était par rapport à créer des startups en Algérie, c'était ça? Non. Vous avez répondu à la question. Bravo. Très bien. Écoutez, très bien. En tout cas, merci encore au docteur Zerguini. Alors, vous savez très bien qu'on ne peut pas parler d'e-santé sans parler de cybersécurité, de protection des données. Et là, je vais donner la parole à Moussa Ben Ammar, qui est expert en cybersécurité. Et Dieu sait que c'est un grand problème qui n'est pas seulement spécifique à l'Algérie, mais qui est mondial. Je vous rappelle qu'il y a eu des hôpitaux en Europe qui ont été hackés. On a même volé des données, je pense au Danemark. Et il est aussi, il a fait partie de la genèse de Nafsiatek et il est aujourd'hui donc conseiller, proche collègue de notre présidente, le docteur Ahali, et donc il va nous parler bien entendu de data, santé et de cybersécurité. Fadal Simoussa, on va t'écouter avec plaisir et j'aurai bien entendu quelques questions puisque c'est aussi l'une de mes spécialités et j'ai pu te suivre bien entendu avec attention sur tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras, Inch'Allah. Fadal Simoussa. Salam alaikum. Salam. Je tiens à remercier tous les intervenants qui ont passé devant moi, qui ont mis de la pression sur moi en élevant la barre très haut. C'est ton humilité, Simoussa. Allah yabarak à l'algérienne. Allah yabarak, vas-y. Bon, je présente, je suis ingénieur de formation. Mon projet de fin d'études fut sur l'intelligence artificielle, moteur d'inférence pour les systèmes experts. J'étais recruté dans le secteur de la santé dans le cadre de la contractualisation entre le ministère de la Santé et la CNAS. J'étais recruté comme administrateur de base de données, puis administrateur système. À partir de 2013, j'ai été nommé comme formateur dans le cadre de déploiement d'un système ERP dans le secteur de la santé. Avec un total de 900 hôpitaux, je faisais l'assistance technique et en même temps de l'inspection sur le terrain. C'est à partir de cette année que je m'inscris dans des formations sur la cybersécurité. À partir de 2016 jusqu'à aujourd'hui, je suis chargé de la sécurité réseau et les systèmes d'information dans une structure de santé publique. À partir de 2017, je m'intéresse au domaine de l'analyse de malware suite aux attaques par les rançons logiciels, les ransomware. Et à partir de 2019, je suis conseiller en matière de développement, sécurisation des données de la start-up Nafsiatek.
Très bien. Alors, moi, j'ai 3 petites questions. Je Vous avez terminé? Pardon. J'ai un diapo à partager. Ah, très bien. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? C'est parfait. C'est parfait. Très, très bien. Bon, certes, les systèmes informatiques qui traitent automatiquement le données médicales aident les acteurs médicaux à offrir une meilleure prestation de service, c'est bien pour la prise en charge et le business. Ils auront donc une masse importante d'informations médicales informatisées à stocker, à transférer, à traiter, donc à sécuriser. Nous avons des dossiers de patients informatisés, on a la radiologie numérique, la télémédecine, l'introduction de l'Internet des objets pour la surveillance des patients à distance, la collecte d'informations relatives à l'état de santé d'un patient et envoi sur le cloud. Concernant la vie privée, les données médicales sont sensibles car elles peuvent porter atteinte à l'intégrité physique et mentale ainsi que la vie privée des patients. C'est pourquoi il est impératif d'assurer leur confidentialité et intégrité. La donnée médicale est toujours dans l'un des états suivants. Elle est en repos, en mouvement ou en traitement. Est-elle sécurisée par défaut? Ça dépend. La digitalisation du secteur de la santé, bien qu'elle offre une meilleure prestation de services, nous fait face à un grand challenge, celui de protéger les données qui sont stockées, transitent, traitées sur des systèmes qui sont obsolètes ou non sécurisés par défaut. Par exemple, le protocole HL7 qui fait l'échange au niveau de la couche 7 qui fait l'échange au niveau de la couche 7 ne prend pas en compte la sécurisation des données. Les systèmes d'exploitation obsolètes, certains dispositifs médicaux tournent sur des systèmes d'exploitation obsolètes qui ne reçoivent plus les patchs correctifs de sécurité. Ces dispositifs peuvent être donc le point d'accès, le point d'entrée des cyberpirates. Selon une enquête faite aux États-Unis, seulement 11% des dispositifs sont à jour. Concernant l'Internet des objets, généralement, on ne pense pas à changer les mots de passe par défaut, ni à appliquer les patchs de sécurité dans ces dispositifs. Selon une enquête réalisée par Erdito Sweden, 82% des fournisseurs de soins de santé ont subi une cyberattaque sur au moins un appareil de l'Internet des objets. Les cyberpirates, qu'est-ce qu'ils cherchent exactement à faire avec vos données? Premièrement, un dossier médical sur le dark web se vend entre $100 et $1000. Et ça dépendra aussi à qui ça appartient. Les données personnelles. Les données personnelles servent à l'usurpation d'identité. Une carte de crédit se vend entre 8 et $22. Un compte d'accès à l'e-banking entre $100 et $2000. Un email avec son mot de passe, ça coûtera entre 7 cents et 70 cents et $2,50. La fraude. Un dossier médical complet se vend pour servir dans une fraude d'assurance. La propriété intellectuelle. Les pirates peuvent mettre la main sur vos avancées en matière de recherche scientifique dans le domaine de la santé. Le business, est-ce que le business est seul leitmotiv des cyberpirates? Non. Ça dépend de profil de pirates. On a par exemple des pirates qui ciblent juste le dossier de patient. Les activistes ou les groupes politiques peuvent cibler un patient déterminé. Le crime organisé, il vise à atteindre l'intégrité physique d'un patient. Le cyberterrorisme, pareil, il cible une personne déterminée ou un groupe de personnes. Par exemple, on a les États-nations
Dans le cadre des cyberwars, ils peuvent cibler les patients, ou les dossiers des patients. Autre impact, on a l'interruption des prestations de services, l'atteinte à la réputation, l'endommagement des applications et logiciels, le risque d'avoir des amendes ou des poursuites judiciaires. Moi, je passerai directement à l'Algérie. En Algérie, on n'a pas de statistiques ou enquêtes sur le secteur de la santé, mais on va consulter des stats d'un fournisseur de solutions de sécurité informatique qui a classé l'Algérie comme étant le premier pays qui connaît une prolifération de malware. Ça nous permet d'avoir une idée sur le niveau de sécurité de l'environnement dans lequel on a déployé des solutions, ainsi que le profil des attaques. Entre le mois d'avril et le mois de mai, on a eu 463 270 menaces enregistrées. Les attaques réseau, on a enregistré 52 897 attaques. Si vous remarquez ici, les attaques augmentent dans les jours de travail. C'est-à-dire que ces attaques ont été enregistrées dans les entreprises. Le nombre d'infections enregistrées est de 154 417. Les courriers malveillants, 2600 courriers malveillants. Et les vulnérabilités du système d'exploitation, on a enregistré 1800 vulnérabilités par jour. Concernant la loi algérienne sur le transfert et la protection de données, on a la loi numéro 8-7 de 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. On a la loi numéro 18-4 de 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste aux communications. Ensuite, on a la loi numéro 15-4 de 1er février 2015 fixant les règles générales relatives à la signature et à la certification électronique. On a aussi la loi numéro 18-5 relative au commerce électronique. On a aussi la loi numéro 9-4 du 5 août 2019 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Au secteur de la santé, on a l'instruction numéro 752 du secrétaire général du ministère de la Santé de 24 septembre 2016 relative au référentiel national normalisé de sécurité nationale. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Benhammer. C'était vraiment éclairant parce qu'effectivement, c'est une réalité. Hein, il ne faut pas qu'on la perde de vue. On peut tout simplement faire le constat que d'une manière générale, l'Algérie est attaquée, hein, et surtout ces entreprises sont hackées et bien entendu dans la santé, ça peut être aussi le cas et menacer bien entendu des données qui concernent nos concitoyens. Alors moi j'avais 3 questions, mais vous avez déjà répondu à la première, hein, qui était justement le fait que nous sommes régulièrement hackés. Donc j'ai 2 autres petites questions. Comment, selon vous, faudrait-il faire pour protéger les données santé de l'hôpital, de nos startups et autres institutions, et quelles solutions, selon vous, on pourrait proposer? La deuxième question, c'est que alors vous avez répondu sur la réglementation. Hein, je vois que il y a quand même une réglementation qui est assez coercitive. Donc, partant de là, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler en amont et sensibiliser le personnel soignant? Et c'est ma question, est-ce que le personnel soignant, les professionnels de santé sont assez et suffisamment sensibilisés sur ces questions de protection des données, et est-ce qu'ils sont formés?
Bon, concernant la sécurisation des données, ça dépend de la structure. Des fois, la structure fait le chargé de la sécurité informatique. Il تبع la sécurisation تاع les données تاعه. وكاين des fois ما تسيبهمش عندهم يمدوا importance la sécurité تاع les données. Très bien. Concernant la sensibilisation, bon, j'ai essayé une fois de faire des formations sur la sécurité informatique. ما كانش كاين تجاوب من عند le personnel. Alors بدلت la technique تاعي معاهم وليت نهضر beaucoup plus على la sécurisation تاع les données personnelles. Très bien. Oui. Merci beaucoup, Si Moussa, pour cette excellente présentation. Vraiment, voilà, il faut qu'on reste vigilant, hein, que ce soit les porteurs de projets, les entreprises, puisqu'il existe des solutions, on en a déjà parlé. Et barakallahu fik. Alors, et on va terminer quoi? Il nous reste encore, parce que je voudrais vraiment faire la place aux questions. Je vais donner maintenant la parole à Hicham Bourak, qui va nous faire une présentation sur la télémédecine. Et j'en profite pour encore saluer mon ami, le professeur Mohamed Zerroug, qui est l'un des pères de la télémédecine. Je ne sais pas s'il est là, en tout cas, j'espère que ces questions seront présentes et seront les bienvenues. Donc, notre ami notre ami Hicham Bourak va nous parler, et regardez rien que le titre, entendez rien que le titre, c'est Télésanté, télémédecine, armes d'inclusion sanitaire massive. Donc, c'est tout un programme. Et bien entendu, j'ai le bonheur de travailler aussi avec lui sur certains projets. Donc, nous allons l'écouter. Et Hicham, pardon de te mettre la pression. Hein, je sais que tu sais faire, parce que tu es aussi modérateur. Si tu pouvais, en un petit quart d'heure, nous faire une belle présentation avec des questions pour qu'on puisse, le temps imparti, recevoir toutes les questions d'Hassan. Je t'en prie et merci encore pour ta présentation. Shalom Barakallahu fik. Merci beaucoup. Oui, un quart d'heure, pas de problème. 15 minutes chrono, Inch'Allah. Bon, salam alaikum à tous. Merci, hein, comme le disait Moussa avant, le niveau est très très élevé, Allah Barak. Je remercie en premier lieu, bien entendu, Jalila pour l'initiative Shizintech portée par Nefsiatech. Extraordinaire initiative qui, je pense, va en inspirer beaucoup d'autres et qui vont être portés par l'écosystème de Nefsiatech. Très très intéressant. Et encore une fois, merci pour toutes les interventions très très enrichissantes et instructives et qui ouvrent sur des perspectives assez prometteuses, Inch'Allah. Donc, e-santé, télésanté, télémédecine, donc armes d'inclusion sanitaire massive. Donc, depuis toujours, on a, dans l'histoire de l'humanité, on se heurte donc à la problématique de l'accès aux soins. L'égalité du soin, l'accès aux soins, la distance, les usages, l'argent, etc. Donc, en médecine, on voit le médecin qui, en règle générale, donc, il soigne son patient en personne. Mais dès les premiers temps, on ressent le besoin des soins à distance. Et on remonte à des temps avant même les premiers traités d'Hippocrate et autres. Dans l'Antiquité, on retrouve des traces de cette télésanté, télémédecine, et on pourrait même dire peut-être e-santé, mais dans une dimension plus promotéenne, entre guillemets. Donc, les seigneurs antiques et les infirmes, donc, qui ne pouvaient pas visiter les temples, mandataient des représentants qui allaient, donc, avec un certain nombre de renseignements écrits, transmettre à des médecins, à des praticiens, à des soignants, certainement parfois des charlatans, donc leur dossier médical, entre guillemets, leur carte chiffre, entre guillemets. Enfin 2.0. Et en retour, donc les représentants revenaient donc avec un diagnostic et un traitement. Donc là déjà, on a des éléments qu'on retrouve actuellement, qui sont des enjeux. Donc le temps de réponse, la sécurisation de l'acheminement des données ainsi que leur qualité. On est toujours dans ces enjeux-là qui sont extrêmement importants. Là-dessus aussi, on retrouve la privacy, donc la vie privée. Déjà à l'époque, hein, parce que lorsqu'un général ou qu'un dirigeant était malade, valait mieux pas que ça se sache. Après, à titre pour d'autres, il pouvait y avoir également d'autres problématiques à ce niveau-là, mais ne serait-ce que sur cette partie-là, déjà à l'époque, la privacy pouvait concerner certaines personnes.
En Afrique, certains villageois donc, pouvaient utiliser des signaux de fumée donc, pour prévenir d'une épidémie les villages voisins. Donc là, on a une impression d'une médecine 2P déjà à l'époque, avec le côté préventif et le côté participatif. Donc, bon, en Afrique également, les sages et les autres infirmes avaient aussi recours à des mandataires qui transmettaient aux soignants de villages ou d'un village ou bien dans une ville lointaine, donc les informations qui correspondent. Donc là, sur la gauche, si vous regardez bien, il y a un ouvrage qui est assez intéressant, History of Telemedicine, donc du docteur Rachid Bachour et Gary William Shannon, particulièrement intéressant pour avoir une projection sur l'historique de la télémédecine, parce que souvent, on nous dit que la télémédecine a une histoire de 60 ans, 70 ans, etc. Mais si on remonte, ça va beaucoup plus loin, parce que télémédecine, c'est pour casser la distance. Donc la télémédecine est là pour briser les silos, briser la distance, qu'elle soit géographique, mais également en termes d'usage, en termes de linguistique et en termes de compréhension de l'autre. Donc là, on est sur donc une approche, là on a bien sûr une compréhension du contexte, enfin de l'historique, et là on va aller on va se rapprocher de notre temps et sur un enjeu plus spécifique qui est le Covid, donc l'inclusion et l'éthique au cœur de l'adhésion citoyenne face à la crise Covid, justement. Donc là, on retrouve, excusez-moi, ce sera plus simple. Voilà. Donc, pendant le Covid, il y a eu pas mal d'initiatives qui se sont bien sûr multipliées à travers le monde, portées par les chercheurs, portées par les laboratoires, portées par les hôpitaux, par les médecins, par les gouvernements, mais aussi par la société civile. Donc, en Afrique, Covid-13, au Sénégal en particulier, le pass santé Mousso en Côte d'Ivoire, le GH Covid-19 au Ghana ou le DHIS2, donc District Health Information Software, qui met à disposition donc une boîte à outils en réponse à la Covid-19. Toutes ces plateformes de traçage numérique donc, ont été plus ou moins soutenues et impliquées sur le terrain. Mais en tout cas, elles ont émergé et elles ont eu le mérite de proposer des solutions. Les ministères de santé publique se sont appuyés pour beaucoup, en tout cas en Afrique, et en particulier en Afrique subsaharienne, sur le DHIS2. Donc, pour en avoir échangé avec le ministère de la Santé publique du Sénégal, avec lequel on travaille, justement, c'est vraiment une solution qui a été très, très importante pour eux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique, le champ de la technologie, le rayon d'action de la technologie, là où il s'arrêtait, le rayon humain, l'humain prenait le relais. Et donc, il y avait une technologie augmentée par l'humain qui est particulièrement intéressante. Donc, le Sénégal en particulier donc, a permis d'étendre et de prolonger par le biais humain donc, le champ d'action des solutions technologiques utilisées. Comment? En allant sur le terrain et en responsabilisant la population. La dimension socio-culturelle, la relation à l'autre ont leur importance donc, dans cette course contre la montre et contre les angles morts d'une approche exclusivement top-down ou exclusivement technologique. Avec les chefs tribaux, les mamans les femmes en Afrique qui sont des leaders et qui rayonnent, qui sont des puits de connectivité, des puits de socialisation. Donc, lorsqu'elles transmettent des informations, notamment sur les gestes barrières et autres, c'est très, très suivi, très écouté. Et c'est une des raisons, en plus de l'intelligence et de la stratégie qu'a pu mettre en place le Sénégal, qui a pu voir le Sénégal être classé deuxième meilleur pays en termes d'approche par rapport au Covid lors d'une évaluation par un organisme américain. À l'époque, il y a 6-7 mois, où en Europe, on se battait pour avoir des tests au bout d'une semaine, d'avoir des délais de réponse de 3 à 5 jours et qui coûtaient assez cher. Et en Afrique, on avait vraiment des problématiques à ce sujet-là. Au Sénégal, ils avaient des tests déjà qui étaient à un prix très accessible et en plus qui donnaient un résultat au bout de 15 minutes. Donc, la société civile et les innovants qui la composent ont également pris leurs responsabilités et ont proposé des solutions. Le collectif Antikoro en Côte d'Ivoire, donc Moussa Antikoro, par son approche inclusive et à saluer. Donc, le pass santé Mousso qu'ils ont développé, il a permis, en plus du traçage donc du patient, de l'usager, il a également envoyé tout un ensemble de recommandations et de mesures de prévention en 11 langues différents, donc notamment les dialectes, et qui permettent, et ainsi un accès au numéro d'urgence. Donc ça permet de toucher, de casser les déserts médicaux et les déserts d'usage, la distance qu'il peut y avoir en termes de langue, etc. Donc là, cette dimension inclusive a eu un énorme impact auprès des populations.
Et d'ailleurs, elle est à saluer et certainement à répliquer. L'utilisation bénéficie donc d'une assistance psychologique ou vidéo également. Donc, c'est une dimension qui est chère à Jalila et à Nafsia-Tech. Donc, ils l'ont pris en compte et ils l'ont réalisé. Donc, là-dessus aussi, des convergences peuvent être intéressantes à mener. Un certain nombre d'initiatives ont vu le jour. La liste est tout sauf exhaustive, mais ce sont des initiatives que l'on connaît très bien puisqu'on travaille avec chacune d'entre elles. Donc, WeCare au Cameroun, donc lauréat d'un challenge du PNUD, donc, qui au Cameroun apporte la e-santé et la télémédecine au plus près des patients. Des milliers d'usagers déjà et une bonne communauté de médecins qui suivent le projet, porté par Emmanuel Amsiang. Massive Chain, donc une solution de blockchain de traçabilité qui est déployée au Burkina Faso ainsi qu'au Cameroun et on passe de s'étendre sur une dizaine de pays. Également, donc sur le côté traçabilité en temps réel, justement la contrefaçon, la démarque, etc. Nafsia-Tech, donc premier que vous connaissez bien, donc porté par sa fondatrice, le Dr Jalila Hali et la dimension technique par Simoussa et tout un ensemble d'une équipe qui est très très riche et dynamique. Donc premier prix du Hack Algérie et initiateur donc Nafsia-Tech, initiateur du She's Tech Challenge. Donc propose en Algérie une réponse et un accompagnement psychologique et transversal sur les enjeux de santé mentale qui se trouvent exacerbés donc par cette crise et l'isolement qui en découle. Sans parler que cette crise ne fait que vous avez les différentes dimensions psychologiques plus la dimension socio-économique qui va avec, qui vont chacun se renforçant et exacerbant donc les écarts et cet isolement qui peut en découler. Cas donc d'une application éthique et inclusive pour une e-santé citoyenne, donc UTechCare. Donc là, on va dans un cas pratique d'une solution qu'on a conçue. Donc c'est une solution qui est open source et qui est en cours de déploiement sur 3 continents entre guillemets maintenant, donc l'Afrique, l'Europe et Haïti, donc sur quelques pays. Donc pour contrôler la COVID-19, on se mettra un jour d'accord peut-être dessus. De nombreux pays ont opté pour un confinement. Donc le confinement a montré son efficacité, la fermeture des frontières également a montré son efficacité. Bien sûr, les mesures barrières restent primordiales à suivre. Le déconfinement espéré ou approchant, donc une question émerge en ce qui concerne les mesures à prendre pour protéger les personnes les plus à risque, les personnes vulnérables. Donc, particulièrement les personnes âgées et celles souffrant de comorbidité. Donc, UTechCare se concentre sur cet aspect et vise une approche à la fois d'éthique dès la conception et d'identité autosouveraine. Donc, quand on dit dès la conception, c'est que c'est une approche, une dimension qui doit être totalement transversale à l'ensemble des briques. Donc, la solution UTechCare, c'est quoi? Le principe est assez simple, donc une application inclusive pour nous aider à prendre soin des personnes vulnérables. Donc, on estime le score de vulnérabilité, on enregistre une personne vulnérable lorsqu'elle répond à ces critères-là, et on construit ainsi une carte de chaleur des personnes à risque. Ce qui fait que les personnes qui ne sont pas dites vulnérables, elle a été pensée non pas que pour le Covid, elle a été pensée pour déjà une dizaine de maladies, d'épidémies qui peuvent justement concerner des cas de vulnérabilité, parce que la vulnérabilité les personnes vulnérables ne sont pas systématiquement les mêmes. Donc, on est une personne qui n'a pas de cas, on n'a pas de diabète, disons un jeune de 30 ans ou une jeune de 30 ans qui va bien, ou une personne de 50 ans qui va très bien. Elle marche, elle fonctionne, et elle arrive dans une zone où là, il y a des personnes qui sont des personnes vulnérables. Sachant la personne qui arrive sur la zone, cette personne X n'a pas de souci, mais elle peut être porteuse du virus sans être symptomatique. Elle va recevoir une alerte sur son téléphone pour lui dire que dans la zone où elle arrive, il y a des personnes qui sont vulnérables et qu'elle pourrait mettre en danger. Et donc, elle pourra, à partir de là, s'adapter et suivre et adapter son chemin, son parcours pour éviter de mettre des personnes en danger. Donc, la zone de dissuasion est basée sur le Bluetooth. Donc, une application inclusive pour nous aider à prendre soin des personnes vulnérables. Donc là, vous avez un peu rapidement le principe. Donc, voilà, le poids, la taille, l'âge, donc 28 ans, 60 kg et 1,80 m.
Donc, les différents cas de comorbidité, encore une fois, liste non exhaustive, donc diabète, donc les problèmes cardiaques, etc., le Parkinson, hypertension. C'est important lorsqu'on sait que les populations d'hypertendus, le taux d'hypertendus par population en Algérie augmente. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce type de problématique-là. On a certaines maladies dites de riches maintenant, mais ce reste des maladies et elles tuent. Donc là, à la finale, on a un score. Donc, ce score-là permet de cartographier derrière. Par contre, l'identité de la personne n'est absolument pas renseignée. Donc, c'est anonyme dès le départ. Ce qui nous intéresse, c'est le profil et sa vulnérabilité. Donc, le Zero Knowledge Proof, donc comme solution pour obtenir un total anonymat. Donc, le Zero Knowledge Proof, pour une blockchain qui consiste donc en un nœud prouvant qu'il contient une information sans en révéler son contenu. On a l'information qui dit que la personne est vulnérable, mais on ne révèle pas le contenu, la personne, l'identité, etc. Ou même on ne révèle pas les types de comorbidité qui le concernent. Donc, ZKP et NIZKP, donc, sont régulièrement utilisés pour des solutions adoptant l'identité autosouveraine. Donc, l'éthique dès la conception, donc l'éthics by design, car il est souvent suffisant de confirmer une preuve ou un droit d'accès sans avoir à divulguer l'information. Ce qui importe, c'est est-ce que telle ou telle personne peut mettre en danger tel ou tel écosystème ou peut être mise en danger. C'est l'information la plus importante. Donc, l'interopérabilité, comme le disait tout à l'heure Moussa, sur notamment le protocole HL7, qui est extrêmement usité, utilisé dans le cadre de l'interopérabilité, mais le problème, c'est qu'il n'est pas sécurisé. Seul, il n'est pas sécurisé, donc il y a toute une démarche à mettre en place à ce sujet-là. C'est pour ça que nous, à ce niveau-là, d'ailleurs, le projet, voilà, comme il est open source, on est en train de le travailler, de le lier à des initiatives télémédecine à travers le monde. Donc, en Haïti, avec la plateforme La Senway, au Sénégal, avec une plateforme, une initiative sénégalaise qui travaille avec des partenaires japonais sur la télémédecine. Et nous, on participe sur la partie transformation digitale avec un CHU à Dakar, qui est un CHU d'Aladjam, donc un CHU pionnier en Afrique sur bien des enjeux. Bien sûr, en Algérie, on est bien sûr présent en Algérie. On prépare, on annoncera de belles choses prochainement. Donc, par exemple, en prouvant qu'une personne a l'âge légal sans donner son âge, c'est une zero knowledge proof. Donc, preuve à divulgation nulle de connaissances. Ou bien concernant UTK, en prouvant qu'une personne est vulnérable sans préciser sa comorbidité, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, ZKP limite les effets discriminatoires des applications de traçage numérique. Donc, c'est très important pour pouvoir avoir un traçage citoyen, avoir une cartographie, répondre aux enjeux sanitaires, tout en préservant le droit des individus à conserver leur anonymat et à conserver le profil, le profiling entre guillemets de leur santé. Merci beaucoup, Hichem, pour cette excellente présentation sur justement les applications. Alors, j'aurais 3 petites questions. Si tu avais la gentillesse de me répondre assez rapidement, s'il te plaît. D'abord, c'est une question que j'aimerais vraiment, que je trouve importante, on en a parlé, et j'aimerais avoir ton avis en tant que technologue. En quoi la e-santé peut être une réponse à la désertification médicale en Algérie? Deuxième question, est-ce que la technologie, toujours pour l'Algérie, est la seule solution? Et enfin, je sais que l'approche 4P que tu affectionnes et que j'aimerais que tu redéfinisses pour nos participants, comment la valoriser justement dans le domaine de la e-santé. Merci infiniment de répondre en quelques petites minutes pour que nous terminions avec Abdallah Boualbaï et qu'on fasse place aux questions. Merci. Merci pour le clarification. Donc, la e-santé, par rapport aux déserts médicaux, la e-santé permet de casser des distances, qu'elles soient en termes de géographie, donc dans des régions reculées ou que ce soit en Algérie, donc dans des régions reculées où il n'y a pas de certains accès à certains, même s'il y a des médecins, il est possible que tel patient a un souci cardiaque, mais il n'a pas de cardiologue. Une plateforme de télémédecine permettrait de répondre à ce besoin-là et de pouvoir éviter également que ce patient ait à se déplacer inutilement. Beaucoup de déplacements sont, entre guillemets, évitables par la télémédecine, la télésanté, la téléexpertise. Et notamment avec le biais de la coordination. J'ai eu l'honneur de piloter les ateliers pratiques du premier des diplômes universitaires de télémédecine en Afrique. Et il y avait 24 médecins, il y avait des responsables de fondations et des pharmaciens.
Et ce qui est intéressant vraiment, c'est l'usage. Et donc l'usage, la distance, encore une fois, c'est les langues, les dialectes, c'est la géographie. En Algérie, ça peut être donc l'isolement par rapport à la ville. En Afrique subsaharienne, ça peut être pendant la saison des pluies, les routes qui sont plus praticables à cause des inondations. Donc la télémédecine, c'est ça. C'est aussi la livraison. Là, on le connaît au Rwanda ou dans d'autres pays, la livraison par drone de poches de médicaments, de poches de sang également dans certains centres médicaux. Donc, il y a à ce niveau-là donc vraiment une approche il peut y avoir un impact vraiment très concret. On peut faire bien plus long, mais là-dessus, on a vraiment la télémédecine, la télésanté, la téléexpertise, ça peut vraiment bousculer les usages. C'est pour ça que les initiatives comme Itabib et d'autres initiatives qui arrivent ou qui sont déjà en exercice dans d'autres pays sont très, très importantes à valoriser, mais également à connecter pour que ça soit le plus interopérable possible, non seulement en termes de technologie, mais également en termes d'humain, en termes de management, pour pouvoir répondre aux besoins de la population. En Algérie, chaque Algérien doit pouvoir bénéficier de ces services-là pour pouvoir justement casser ces distances, tant en termes d'usage, parce que le langage, ce n'est pas que le langage en termes de dialecte ou de langue ou de compréhension, mais c'est également de l'usage par rapport au numérique, les nouveaux codes, etc., qu'ils aient accès à ça pour éviter qu'ils aient à prendre un taxi pour faire des heures de route pour aller voir un médecin, un spécialiste pour un simple contrôle. Surtout qu'avec l'Internet des objets, on récupère des données qui peuvent être transmises en temps réel et on peut avoir des diagnostics à ce niveau-là. Concernant la technologie, est-ce que c'est la seule solution? Non. S'il n'y a pas d'humain, la technologie ne peut être augmentée. S'il n'y a pas de technologie, l'humain ne peut pas être augmenté non plus par rapport à ses capacités. Il faut qu'il y ait un matching entre les deux, un heureux mariage pour permettre donc justement de répondre aux usages. Sans révolution des usages, on aura la révolution numérique que nous vivons actuellement sera incomplète et son impact ne sera pas intelligent et ne sera pas positivement durable. Et ça, c'est vraiment crucial à prendre en compte. Il y a une dimension qui doit être mise en avant, c'est l'approche UX et UI, donc tout ce qui est expérience utilisateur-usager, mais au-delà de ce mot un peu trivial de l'expérience utilisateur, c'est le respect de l'utilisateur. Avoir une approche bottom-up et non pas que top-down, donc venir du sol, avoir une racine, avoir cette approche de co-construction pour pouvoir avoir des solutions qui soient implémentables efficacement. Une greffe, si elle ne connaît pas l'ADN du patient, elle sera rejetée, aussi compétent soit-on. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment crucial. Donc comment valoriser l'approche 4P dans la santé en Algérie? L'approche 4P est déjà valorisée par pas mal d'initiatives en Algérie, comme avec Nefsietech, avec Itabib et les projets qu'on a pu voir de plusieurs des intervenants précédents et d'autres. L'approche 4P, les 4P, c'est pour préventif, prédictif, participatif et personnalisé. On peut rajouter 5P avec le côté prouvé. On peut aller même jusqu'au 6P, au 8P. Hein, c'est un peu comme la 4G, 5G, 6G. Sauf que là, il y a beaucoup d'humains. Et toutes ces dimensions-là doivent être prises de manière transversale puisqu'elles sont interopérables. Donc, l'interopérabilité est cruciale, la sécurité est cruciale et l'agilité, elle doit être profondément humaine pour pouvoir justement transcender la technologie et apporter et répondre aux besoins de santé qui concernent tous les Algériens et toutes les Algériennes. Merci. Merci beaucoup, Hichem, pour cette note extrêmement positive puisque j'ai recensé toutes les questions de nos participants. Alors, on va terminer avec merci à Djelila, au docteur Djelila Rahali de m'avoir permis aussi de l'inviter, puisqu'il fait partie aussi l'un de mes amis. Donc, c'est un jeune start-upper originaire de notre belle région du Sud, Allah Ibarek, c'est Abdallah Boualba. Donc, Abdallah, je te mets un petit peu la pression, avec 10 minutes, clé en main, questions comprises, pour nous faire une présentation de ta solution. Vous allez le voir, c'est exactement, il a suivi les pas du docteur Moustapha Nabil, puisque je vais lui demander tout simplement s'il avait la gentillesse de nous présenter tout simplement la start-up qu'il a mis en place. Et bien entendu, même question que j'ai posée au docteur Moustapha, combien de personnes se sont connectées à sa plateforme? Et parce que c'est quelqu'un de très, très modeste, j'ai la chance de faire partie donc de l'Académie francophone de télémédecine en tant que directeur de la plateforme télégéontologie
et il a reçu le prix international devant un parterre de médecins, de technologues sur sa solution. Il y avait les membres de l'ambassade d'Algérie en France, Allah Ibarek, et c'était vraiment Nawar el-Bledna. C'est pour vous dire que les membres de la communauté nationale et comme nos compatriotes en Algérie, nous avons vraiment de belles perspectives devant nous. Donc, à toi, Abdallah, donc, tu as 10 minutes pour nous faire une présentation et nous convaincre. Allô, Abdallah? On ne t'entend pas. Hein? Allô, allô? Abdallah? Bon. Je pense que nous avons. Est-ce que tu nous entends? On ne t'entend pas, Abdallah. Est-ce que peut-être que c'est moi? Est-ce que vous l'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très loin. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est parfait. Très loin, ok. Non, non, c'est bon, là, c'est bon. C'est très bien. C'est très bien. Il est là, originaire de Adrar, il est né à Élysée, il était expatrié depuis 2 ans en France et il vient aujourd'hui pour vous partager avec vous son expérience en tant que start-upper. Et merci beaucoup Abdelaziz de m'avoir invité parce que c'était très intéressant. Non, mais c'est pas moi, ça fait 2 ans que je suis ici. Abdallah. Non, c'est le docteur Rahali. Voilà. Je n'ai pas compris. C'est pas moi, il faut remercier le docteur Rahali. Ah. Voilà. Okay, désolé alors, donc merci beaucoup. Allah يبارك فيك. C'est vraiment très intéressant parce que c'est ça ce qui Oui, merci à vous deux, Dr Hali et Abdelaziz. Et comme j'ai dit, c'est très intéressant parce que c'est ça ce qui manquait vraiment. Donc cet échange-là pour faire bouger les choses. Et là, à travers cette présentation, si vous m'entendez bien, je vais partager avec vous mon expérience avec sa petite startup qui s'appelle Tori. Ils m'ont vécu et les challenges et les défis que j'ai eu pendant ces 2 ans. Ok. Du coup, c'est que Boualba Abdallah, il est entrepreneur et en même temps formateur, soit en programmation au business. Il était étudiant à la base de l'École nationale de travaux publics et avec des formations en management et en informatique en France. Et comme il a dit Abdelaziz, lauréat de la part de l'Académie française de la télémédecine en 2019, décembre 2019. Donc, mon début en entrepreneuriat, ça a commencé en 2015 dans un grand hackathon qui a été organisé avec Novartis, ce forme de jeu qui permet de détecter les troubles de la vue grâce à l'historique et l'évolution du score. Et on signale le patient, mais pas seulement, mais aussi l'ophtalmo, c'est tant jamais il y a un problème. Et après, en 2019, on a commencé avec en mode de test. J'ai demandé à Abdelaziz à cette époque-là, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éradiquer les files d'attente dans les établissements de soins? Parce qu'il y avait beaucoup de dégâts, il y avait beaucoup de problèmes, surtout dans l'établissement public. Et il m'a dit effectivement, oui, il a trouvé intéressant. Et on a commencé en mars 2019 en mode de test un peu partout en Algérie. Donc, je suis descendu à ce moment-là de Paris. J'ai rejoint le pays. On a fait le test à Adrar, on a fait à Élysée, à Ouadsouf, mais aussi à Alger. C'était juste pour voir est-ce que vraiment, les hypothèses qu'on a, est-ce que vraiment c'est ce que on voulait valider cette hypothèse-là et voir est-ce que vraiment c'est primordial pour les gens et les patients et les praticiens de la santé ou pas. Et c'était bien, c'était une belle expérience. Donc, on a validé cette hypothèse-là et faire avancer les choses avec Tori. Et le 5 décembre exactement 2019, donc ça, c'est une photo de la cérémonie de la remise de prix à Paris de la part de l'Académie française de la médecine. En 2020,
on a commencé, après la phase de test d'à peu près d'un an, en 2020, on a commencé à officialiser et à généraliser un peu partout Touri en Algérie. Stratégique, parce qu'en 2019, on était en phase de test technique pour valider les briques techniquement. Mais là, on était en mode de startup, en mode entrepreneur pour valider stratégiquement. Et l'objectif, c'était quoi? C'était aider le patient à mieux s'organiser pour passer au moins de temps. On est resté toujours sur ça, sur les files d'attente. Moins de temps de les salles d'attente. Et pour éviter les déplacements inutiles. Donc, en gros, si c'était en 2019, c'était juste la file d'attente. En 2020, c'était plutôt la visite, c'est-à-dire la juste depuis que le patient décide d'aller réserver chez un médecin ou bien de voir un médecin jusqu'à son arrivée, son arrivée à la maison, c'est-à-dire le retour. Et en deuxième partie, c'est-à-dire deuxième but, c'était quoi? C'était d'aider le médecin parce que c'était pas évident pour les médecins. Et là, j'ouvre une parenthèse, notre niche, c'était bien spécial. C'était les médecins avec beaucoup de charges. C'était les médecins avec beaucoup de charges parce que c'est là où contraignant le fil d'attente. Donc, on voulait vraiment aider ces médecins-là à mieux s'organiser et éviter le retard des patients, éviter l'absentisme et surtout avoir un environnement de travail adéquat. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, quand la salle d'attente elle est blindée, je ne pense pas qu'on aura le moral de travailler, surtout la secrétaire. Donc, tout ça, c'était à travers une petite application mobile utilisée de deux côtés, où le patient pourra réserver et avoir toutes les informations nécessaires pour suivre et organiser sa visite, mais aussi la secrétaire ou bien le médecin pourra s'organiser et donner toutes les informations dont le patient a besoin depuis chez soi. Aujourd'hui, Theory, elle est top 10. Ça fait un moment qu'elle est en Google Play, elle est top 10. Mais aussi, on a une croissance qui est énorme, de plus de 7% par semaine. Et là, on voit aujourd'hui, par exemple, dans cette pourcent. Et c'est très important pour une startup, la croissance, parce qu'une startup sans croissance va mourir un jour ou l'autre. Donc, et aussi, ça montre l'utilité, ça montre l'intérêt des patients ou bien des utilisateurs. Ça montre leurs intérêts à ce produit-là ou bien à ce service-là. Seulement, on a plus de 20 cas d'utilisateurs. Mais aussi, là, j'ouvre une parenthèse pour dire on est à presque un cas de réservation par jour. C'est-à-dire entre 500 et un cas, entre 500 et 1000 réservations par jour, ce qui est énorme. Du coup, c'est en tenant compte des wilayas là où des wilayas là où il a été ou bien elle est utilisée Theory aujourd'hui. Theory aussi, c'est un gain entre 1 heure et 5 heures. Et toujours, je reste sur la niche là où des médecins qui sont vraiment débordés avec beaucoup de charges. Zéro absentisme, on met zéro d'absentisme. Et si on monte à 1 ou bien ou presque, c'est bien appliqué parce que beaucoup de gens, il y a une probabilité de bagarre. Donc, chacun veut passer avec une limitation de consultation par jour. Donc, ce n'est pas évident. Et avec Theory aujourd'hui, les médecins, alhamdoulilah, ils ont zéro bagarre, ou presque. C'est-à-dire, des fois, on monte une bagarre ou bien deux bagarres par jour parce que les gens ils sont pas contents, ils veulent passer à tout prix. Mais quand même, c'est-à-dire il y a une chute considérable des bagarres chez les médecins qui ont beaucoup de charges. Zéro de retard grâce euh, grâce à l'outil ou bien grâce au système de notification
à distance ou bien de suivi de tours à distance. Donc, mais surtout, des patients qui sont contents. Abdallah, Là, je vais faire défiler les témoignages des patients qui nous ont envoyés pour remercier leur médecin pour adopter théorie. Merci Abdallah. Abdallah, on t'entend, c'est coupé là. On t'entend plus. Allô? Pour ceux qui ne comprennent Abdallah? pas l'arabe, mais c'est juste des témoignages. Ouais. Abdallah, est-ce que c'est moi qui l'entends mal ou c'est vous aussi? Docteur Ahali, est-ce que vous aussi vous m'entendez? Oui, oui, il y a un problème de son. Il y a un problème de son. Abdallah, on a vu ta présentation, elle est très très bien. Il te reste encore beaucoup de slides ou tu peux répondre à ma question qui Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, mais ça coupe. Oui, on vous entend. Ah là, on t'entend, voilà. Est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît, Abdallah, pour qu'on passe aux questions? Ok, dommage. Bravo pour votre application. Les gens d'Adrag et d'Elizy ont été très, très ravis. On t'entend pas, Abdallah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Moi, voilà. Vas-y. Est-ce que tu peux conclure, Abdallah, s'il te plaît? Vous avez un problème de son. Il y a un problème. Pourtant, d'habitude, en tout cas, merci, Abdallah. Est-ce que tu nous entends, Abdallah? Merci pour ta belle présentation, ta belle énergie, ton beau travail. Voilà, moi, je te cite en exemple vraiment hein, pour ton parcours. Hein, voilà, la réussite et le succès algérien. Hein, il n'est pas que membre de la communauté nationale installée à l'étranger, mais il n'hésite pas, bien entendu, à parler de ses projets. C'est juste une précision. Ce n'est pas l'Académie française, hein, c'est l'Académie internationale et francophone, d'accord, hein, dont il a reçu un prix, ce qui est complètement différent. En tout cas, merci Abdallah. Allô? Allô? Donc, ça c'est des mots. Abdallah, on pourra. On ne t'entend pas, Abdallah. On va arrêter là, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Non. Est-ce que vous m'entendez là? Abdallah, on ne t'entend pas. Non, c'est malheureusement. Internet. Non, moi, je m'entendais. Bon, alors comme on n'entend plus, je vais tout simplement remercier au nom de tous hein, pour ta présentation. Alice, on fera ça pour une prochaine fois. Mais en tout cas, je te remercie hein, vraiment. Hein, ce que je disais pour ton travail. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, on t'entend pas. On t'entend pas. C'est pas grave. Ouais, je vous entends. Dommage. Voilà, c'est pas grave. Attends. C'est pas grave. Écoute-moi, Abdallah. Ce n'est pas grave. Dommage. Ce qu'on a vu, c'était important. C'était même l'essentiel. Hein. Donc, c'est pas grave. Nous aurons l'occasion. En tout cas, ce qu'on a retenu, Abdallah, et bravo, hein, c'est que tu as été d'abord précurseur, l'un des précurseurs des startups. Hein, d'abord, tu as été même été reconnu et que Allah Ibarak, avec le nombre d'utilisateurs, c'est vraiment très important. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer aux questions hein, de la salle. D'abord, des questions qui ont été posées au docteur Rahali de la part de Yasmina Boumenir. Et il y a un monsieur qui s'appelle alors Smahli. Je sais qu'il est identifié comme Klim. En tout cas, voilà. Donc, Jalila, alors il y a des questions pour le docteur Mostefa et pour le docteur Hichem et puis pour notre ami Mohamed Adam Salamia. Alors, Jalila, deux questions qui sont à ton attention. Première,
Alors, tu vois, tu as été, je dirais, tu as impressionné mon amie Yasmine Boumenir, puisqu'elle quels ont été les points communs ou les divergences entre les différents projets que tu as portés dans ton parcours, puisque tu as parlé de ton parcours à Stonelgaz, au tourisme et ensuite en pédopsychologie. Donc, effectivement, quels sont les points communs et les divergences? Deuxième question, quels sont pour toi les sujets à traiter en priorité pour l'adhésion des Algériens en e-santé? Et enfin, question de M. Krim, qui est adressée à toi, au Dr Moustapha Hichem. Quels sont pour toi les apports de l'IA dans les pronostics, la prédiction dans le domaine de la e-santé? Très bien, très bien. Alors, je commencerai par la première question de Madame Yasmine. Donc, vous savez, à chaque expérience, on retient quelque chose. Et mon passage, par exemple, permis de profiler des personnes. Alors, une fois que je suis passée dans le cyberespace, alors j'ai essayé de profiler justement sur Internet. Et durant des années, parce que les cybercomportements, des années qui sont avant que je n'ai cette vision et cette plutôt pas mais une qualité d'observer, je commence à repérer. Et puis, pour mon passage dans le tourisme, ça m'a permis justement de transposer ces cybercomportements au côté tourisme, parce qu'on recevait beaucoup de demandes sur Internet, on chargeait de la e-communication, donc de tous les réseaux sociaux du ministre. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Donc, j'ai transposé mon savoir-faire dans le profiling, dans le secteur touristique. Et tout à l'heure, Dr Zerghini avait parlé de tourisme médical. Alors, imaginez que moi, j'ai compris ce tourisme médical, une autre personne n'aurait pas compris. Donc, et là où le tourisme médical, il est plus physique que psychologique, sauf par exemple vers un pays, par exemple, comme la France, la Turquie, pour justement trouver des traitements pour leurs enfants. Donc voilà, je considère qu'il n'y a pas de limite entre les secteurs et entre les disciplines. Donc, on peut, c'est-à-dire transposer d'une discipline à l'autre, c'est-à-dire les connaissances. Et c'est pour ça que nos anciens savants étaient en même temps philosophes, médecins, poètes, etc. Donc, cette transdisciplinarité nous apprend beaucoup. Alors, pour la deuxième question, donc, quels sont les créneaux porteurs chez les Algériens en santé mentale? Alors, je dirais plus ce qui est spécialement dédié aux enfants. Alors, les troubles de l'attention, les troubles avec ou sans hyperactivité, l'autisme, d'accord, ce sont des créneaux très porteurs. Et là où, c'est-à-dire beaucoup réussiront s'ils transposent ça, c'est-à-dire sur le cyberespace ou créent des applications dans ce sens, d'accord, pour augmenter l'observation chez les enfants, etc. Et tout ce qui est serious gaming, donc tout ce qui est jeu serious, c'est-à-dire qu'ils sont là pour apprendre, pour apprendre aux enfants, aux adultes, etc., ou bien pour guérir, d'accord? Alors, voilà, donc ce sont les deux questions. La troisième, je pense qu'elle est générale pour tout le monde. Ben, je laisserai la place
au docteur Mostefa ou au docteur Zerguini pour y répondre. Voilà, j'espère avoir répondu. Je ne vous entends pas. Oui, alors, Le micro. vous avez Voilà. répondu, docteur Ahali, mais c'était clair, concis, précis. Docteur Mostefa, j'ai une question et aussi pour docteur Adam Selemnia. Alors, docteur Mostefa, vous avez la même question que j'ai posée au docteur Ahali, bien entendu, sur l'apport de l'IA dans les pronostics de la e-santé. Et une deuxième question du professeur et de mon ami Mohamed Zarroug, et qui est très intéressante, qui dit que dans l'optique de la mise en place d'une législation de la pratique de la télémédecine, il dit, est-ce qu'on ne devrait pas mettre des balises juridiques à cette pratique quand même, qui est assez particulière, parce que c'est une pratique médicale à distance, puisque si on ne le fait pas, on risque ce qu'on appelle une ubérisation. Et ça, je vous écouterai vraiment à titre, je dirais, avec grande attention, d'accord. Et ensuite, dès que vous aurez répondu à ces deux questions, je poserai les mêmes questions à Mohamed Adam Selemnia. Je vous en prie, docteur Mostefa. Je vous remercie pour les deux questions, notamment la deuxième qui est extrêmement pertinente, très, très, très intéressante comme question et comme sujet à débattre. Pour la première, je dirais, c'est très simple. Je pense, je parle sous contrôle de Merwan, les premières applications d'intelligence artificielle ont été médicales d'abord. Donc, les premiers systèmes experts, les détections et les éléments. D'ailleurs, même la terminologie qui est utilisée dans le jargon de l'IA, elle est plutôt médicale. On parle de réseau de neurones, on parle d'arbres généalogiques, on parle de systèmes experts et tout ça, pour dire que, en fait, l'intelligence artificielle, qui est le prolongement de l'intelligence humaine, ou bien son corollaire, pour ne pas dire le prolongement, a toute sa place dans les usages. Nous-mêmes, dans notre plateforme, on a développé certaines applications à type des systèmes experts qui vont aider certains praticiens dans la détection de certaines pathologies. Je parle notamment de l'autisme, et là, je fais un clin d'œil à Jalila. Et notre plateforme, elle est ouverte. D'ailleurs, je n'ai pas dit tout à l'heure dans ma présentation que notre magasin d'applications est ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire que les gens peuvent développer des applications LMS. C'est un petit peu le même modèle que dans le magasin d'Apple et de Google. Donc, voilà pour répondre à la première question. L'IA a tout son intérêt dans le domaine médical. Maintenant, je vais parler de la deuxième question qui est extrêmement intéressante. Pour ce qui est de la réglementation, du balisage et la question de l'ubérisation. Professeur Zouk par rapport à l'ubérisation, oui, effectivement. Je pense que d'abord, il faut qu'il y ait des prérequis. Il faut qu'il y ait des prérequis. Il ne faut pas tomber dans l'excès, il ne faut pas tomber aussi dans la facilité. Il faut voir déjà, je parle de l'Algérie, je parle de l'Algérie. Il faut d'abord voir le terrain. De quoi on souffre? Malheureusement, maintenant, les gens n'ont pas un dossier médical, même papier. On n'a pas ça. Les médecins n'arrivent pas à tracer une line time de la prise en charge d'un patient. Ils ne peuvent pas tracer un parcours de soins d'un patient. Maintenant, la prise en charge elle est complètement désordonnée, complètement asynchrone. C'est-à-dire que les risques qu'on a à déployer les technologies maintenant sont beaucoup moindres avec les bénéfices qu'ils vont apporter. Oui, effectivement, à moyen terme, on sera confronté frontalement aux problématiques donc d'abord de la donnée, donc de tout ce qui est privacy, et surtout la problématique de l'ubérisation. L'ubérisation, pour que les auditeurs comprennent ce que c'est-à-dire qu'on va donner un peu comme à Uber la possibilité à des médecins qui ne sont peut-être pas accrédités à exercer, à faire de la médecine un peu partout dans le monde, c'est-à-dire des ingénieurs qui vont consulter des médecins aux quatre coins du monde. Et la médecine est un exercice réglementé, c'est-à-dire que pour exercer en tant que médecin, il vous faut l'agrément de l'État.
Ce n'est pas le diplôme de médecin, ce n'est pas une acquisition, c'est une licence que l'État nous donne pour pouvoir exercer et ça doit obéir à des règles particulières, à des règles de déontologie médicale, à des règles réglementaires algériennes par rapport à la politique nationale. Tout ça, bien sûr, doit être édicté. Je pense que pour arriver à faire l'ordre dans tout ça, il faut prioriser. Il faut prioriser l'action. La première des actions qu'il faut prioriser, il faut d'abord installer une infrastructure. Deuxièmement, il faut calquer une politique, une stratégie, un plan stratégique à long terme de digitalisation du secteur de la santé sur la politique nationale de santé publique. C'est très important. On ne pourra pas faire réussir un projet de digitalisation des systèmes de santé si on ne prend pas en compte ce qui est dicté par notre politique. C'est très important parce que sinon, ça va être voué à l'échec et ça, on va être confronté à des résistances réglementaires, c'est-à-dire officielles, et des résistances sur le terrain avec les professionnels. Après cela, bien sûr, viendront d'autres considérations. Quand on voit la pratique médicale telle qu'elle est maintenant, la pratique médicale s'ubérise, qu'on le veut ou pas. Aux États-Unis, en Asie, de plus en plus de cabinets médicaux ferment et plutôt font le transfert vers une nouvelle façon de pratiquer, qui est la pratique via la e-santé, le regroupement des spécialités, le regroupement des disciplines dans de nouvelles formes de pratique. Donc, je pense que maintenant, le défi dont que nous faisons face, d'abord, c'est déjà d'implémenter ces technologies, de donner la possibilité aux citoyens algériens d'avoir au moins un dossier médical unique, consultable partout, sécurisé avec les technologies qui existent, et puis aider les médecins, aider les professionnels à intégrer cette entreprise, parce que c'est une entreprise à envergure nationale, les assister, les accompagner pour intégrer cette entreprise, parce que ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. J'espère que j'ai apporté quelques éclaircissements selon ma vision. Maintenant, s'il y a d'autres experts qui peuvent nous, c'est-à-dire éclaircir encore davantage, ils seront bienvenus. Merci, docteur Mostefa. Non seulement vous avez été complet, mais je le rappelle à tous nos auditeurs, hein, bien entendu, on parle de l'Algérie. Hein, on a fait un peu de benchmark pour voir ce qui se passe à l'étranger, mais vous avez raison, hein, c'est la théorie de la contingence, il faut contextualiser. Alors, on a fait le bled, et on va essayer à travers ce webinaire, bien entendu, de contextualiser les choses par rapport à notre pays. Je vais poser une question à Mohamed Adem Salemnia, et ensuite, je donnerai la parole à mon grand ami Belkacem Fergani, j'espère qu'il est encore là, parce que j'aimerais vraiment avoir aussi son avis sur la question. Donc d'abord, Mohamed Adem, je voudrais te présenter mes excuses parce que tu es l'un des rares où je n'ai pas questionné sur ta biographie. Tu es humble, je le sais. Je sais que tu participes beaucoup comme council advisor, voire strategic advisor dans des startups en Algérie. Donc voilà, je contextualise. Donc j'aimerais que si tu pouvais rapidement me donner ta biographie et surtout me répondre, et c'est la deuxième chose, à la question qui t'a été posée. Selon toi, et bien entendu par rapport à l'Algérie, quel est l'apport de l'intelligence artificielle qui serait important pour notre pays dans le pronostic, dans la prédiction concernant la santé? Merci, Mohamed Adem. Merci, Abdelaziz. Bon, je vais faire assez vite. La e-santé, moi, je l'ai touchée en 2000 en Algérie. Je fais partie des pionniers, donc il y a plus de 20 ans, lorsqu'on a lancé le premier portail santé Internet. J'étais à l'époque en train de faire mon postdoc aux États-Unis et je collaborais avec une équipe qui était à Oran, dont on a de grands noms qui ont eu des belles carrières à l'OMS, une équipe également de Mostaganem, d'où je suis originaire, qui était pionnière et qui a vendu des logiciels, notamment en Amérique du Sud. Donc, voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. J'ai eu une filiale en Algérie, j'ai accompagné des grands groupes internationaux pendant 7-8 ans. Donc, je suis un Algérien d'étranger, mais j'ai une petite connaissance du tissu algérien. J'ai créé pendant 7-8 ans un carnet de santé numérique qui a été reconnu en France comme un des plus hauts niveaux de respect de la vie privée des gens.
Et plus récemment, j'ai accompagné une start-up au Luxembourg dans la modélisation des voies métaboliques afin d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent mieux s'alimenter et donc qu'elles soient saines ou porteurs de maladies comme le diabète ou le cancer. Alors, pour répondre à la question, l'intelligence artificielle, c'est un grand sujet pour le médical. Je voudrais quand même qu'on prenne un peu de recul. La e-santé, ce n'est pas que de la médecine. C'est de la médecine, mais ce n'est pas que de la médecine. On n'en est pas aujourd'hui à une intelligence artificielle suffisamment forte pour qu'elle puisse prendre en compte l'ensemble des dimensions de la personne. Il nous manque l'intelligence émotionnelle, il nous manque l'intelligence sociale, il nous manque un certain nombre d'éléments qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui fait très bien son travail pour aller analyser des images, ne sait pas le faire aujourd'hui pour analyser des états, des émotions. Donc, il faut relativiser les choses. C'est quelque chose qui est très bien pour aller construire des images, mais pour aller chercher les déterminants de ce qu'est la santé, c'est-à-dire le meilleur état possible d'une personne, que ce soit sur le plan mental ou physique, on n'en est pas encore là. Alors, sur l'idée que effectivement les technologies puissent aider, et Madame Rahali a parlé du serious gaming. Moi, j'ai écrit j'étais en relation avec des entreprises aux États-Unis et j'écrivais sur le serious game pour lutter contre l'obésité infantile il y a une dizaine d'années déjà. C'est effectivement des outils qui sont très bien pour aller adresser. Et là, je vais sur les domaines dont a parlé Mme Rahali, la santé des enfants, la santé maternelle, ce qu'a présenté tout à l'heure le professeur Zelghini sur les décès des femmes en accouchement est proprement scandaleux pour notre pays comme l'Algérie aujourd'hui, si ces chiffres sont toujours d'actualité. Et donc, il y a beaucoup à faire sur la santé de la femme. La santé, ce n'est pas que le cabinet médical. Elle est aussi au travail, elle est aussi à la maison, elle est aussi auprès des enfants, auprès des anciens. Et donc, on a de larges champs pour tous ceux et surtout celles qui veulent s'engager dans un avenir meilleur sur le plan de la santé pour les Algériens, mais également plus largement. Je finis avec ce point, j'ai été un peu long. J'accompagne effectivement une start-up aujourd'hui qui s'appelle Doctus, je suis le cofondateur, qui est une plateforme de formation médicale continue en Algérie, qui a été créée par de jeunes développeurs brillants, qui eux aussi ont été primés au Hack Algeria comme meilleure solution technologique pour un logiciel qui s'appelait Corovid Rescue, mais qui se sont recentrés sur la formation médicale continue parce qu'il n'y a pas de cadre aujourd'hui dans le domaine. Je crois que c'est véritablement d'essayer de voir un peu aujourd'hui, de faire le tour des besoins en Algérie qui sont non pourvus. Et ensuite de toucher à la question technologique, est-ce qu'il y a ou pas IA? Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Mohamed Adem. Et c'est vrai que nous le citons souvent en exemple à l'étranger, puisqu'il a été l'un des précurseurs, je vous le dis, en e-santé. Et c'est vrai qu'il a beaucoup apporté, il apportera beaucoup pour nos compatriotes algériens. Dr Rahali, il nous reste combien de temps? Parce que je voudrais vraiment donner la parole. Normalement, alors il est déjà 18h21, on a dépassé l'heure de 20 minutes. J'aimerais bien écouter professeur Ferghani, qui est dans l'IA, et il a beaucoup à dire, je suis sûre et certaine. Alors, oui. Votre micro, cher ami, votre micro. En tout cas, merci beaucoup, Jalil, d'avoir eu cette excellente idée. Alors, je vais lui poser la même question qu'à notre ami Marwan, notre ami commun, puisque pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'une des sommités algériennes en matière d'intelligence artificielle, puisque il est le patron du département du même nom à l'USTHB. Pour la petite histoire, j'ai eu le bonheur de faire l'une de mes premières conférences en 2014 à l'USTHB sur le domaine, sur la thématique de la e-santé. Donc, merci de donner ton avis, à savoir, et j'ai posé la même question à Marwan, intelligence artificielle et santé. Selon toi, est-ce que ce sont des perspectives qui sont proches ou lointaines? Oui, bonjour, salam alaikum. Salam. Merci beaucoup
de m'avoir invité à cet excellent webinaire. Franchement, c'est une réussite, c'est une conférence, franchement, vraiment d'un niveau international et on a beaucoup appris. Merci Madame Rahali. Franchement, je vous renouvelle mes félicitations pour cette initiative. Merci beaucoup, Monsieur Abdelaziz, de me donner la parole. C'est beaucoup, après avoir écouté toutes ces sommités, tous les collègues, tous les intervenants, ces éminents intervenants avec qui vraiment on a beaucoup appris. Je voudrais, avant d'essayer de répondre à votre question vraiment très générique, c'est une autre conférence qu'il faudrait qu'on fasse, mais j'aimerais revenir sur M. Adam Sulaymiya. Effectivement, la e-santé, c'est un domaine qui ne comprend pas uniquement de la médecine, mais ça englobe également le bien-être des personnes chez eux, de la pharmacie, du mental, du service à la personne. Et tous ces domaines-là, on peut vraiment injecter de la technologie et du data mining et de l'apprentissage statistique, du machine learning. Et dans tout ça, au fait, ce que les intervenants aussi ont pointé du doigt, c'est qu'il faut, pour faire tourner des algorithmes, il faut des data, il faut de la donnée. Et souvent, ce qu'on essaie la première brique qu'on essaie de construire quand on travaille dans ces domaines-là, c'est d'aller chercher la donnée. Chez nous, elle n'est pas facile à obtenir et parfois il faut faire c'est toute une start-up pour uniquement faire du recueil de la donnée, de l'acquisition de la donnée et puis de son management. Moi, je pense qu'il faudrait poursuivre cet élan dans notre pays. Et nous avons vu, ce webinaire l'a bien démontré, qu'il y a des compétences algériennes très valables, très compétitives à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Et l'intelligence de notre pays, des personnes qui nous gouvernent, serait de retenir ces compétences-là dans notre pays et de les faire participer à l'effort national, parce que c'est ça un petit peu la prouesse qui serait. Il y a aussi de la formation à faire au niveau des universités, au niveau même à l'extérieur de l'université, au niveau des centres de formation et de privés aussi, qui peuvent se monter, des instituts, n'est-ce pas, c'est Abdelaziz, qui peuvent collaborer là-dessus. Moi, je pense que c'est j'ai dit à un de nos responsables qui sont en charge des startups que ça serait bien que les startups, l'économie de la connaissance, que ça se place dans un contexte d'effort à long terme et que ça ne soit pas un effort conjoncturel de circonstances et un effet de mode. Que cela se fasse comme étant une politique à moyen long terme. Et puis, j'ajouterai une chose, moi j'aimerais bien qu'on donne le vocable de start-up à des entreprises actuelles qui émergent. Nous avons vu notre collègue pour le Itabib, mais ça serait bien que ce qu'on a appelé aujourd'hui start-up se développe par la suite pour que ça soit une entreprise, tout simplement, et que cette entreprise soit encore valorisée, encore mise à l'honneur, et que ça donne, que ça puisse être un modèle pour des jeunes pousses par la suite qui viennent. Voilà.
Donc, je n'aimerais pas beaucoup monopoliser la parole. Je pense que le temps du webinaire est bien dépassé. Moi, je suis vraiment très ravi aussi, même si je ne suis pas intervenant, d'assister à vos webinaires, Madame Rahali, et à ce que vous organisez également, Monsieur Abdelaziz Djellal. Et je vous remercie beaucoup. Je reste à votre disposition pour d'autres interventions ultérieures. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite Ramadan Mubarak, Sahasiankom, Sahaftokom. Et merci de m'avoir invité. Merci. C'est nous qui vous remercions, professeur Ferghani. Juste, on va laisser le dernier mot à la présidente pour clôturer ce webinaire. Juste avant, je voudrais tout simplement vous remercier de votre participation. Je ne vais pas me faire de redite parce que voilà, il y a eu un parterre énorme de qualité et des discussions, des échanges denses. Juste pour terminer sur une conclusion, c'est à titre personnel, hein, puisque je vais souvent en Algérie, j'ai des gros projets dont a parlé le professeur Ferghani, hein, pour créer, je dirais, de la valeur en Algérie, des emplois, Inch'Allah. Et puis surtout, ce qui m'anime, hein, c'est le management de la e-santé. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Trois choses. La première, on assiste aujourd'hui, même s'il y a des problèmes, s'il y a des contraintes, des freins, mais c'est indéniable et indiscutable, on assiste quand même à l'émergence d'un écosystème autour donc, du développement des startups. Il y a un ministre qui est présent. J'ai appris par mon ami, et vous étiez là, professeur Ferghani, par le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, la création du technopole à Sidi Abdallah. On a l'émergence, certes, de talents, mais comme disait Mohamed Adam, il faudrait qu'il y en ait plus, comme disait mon ami Marwan. Et la troisième et dernière chose, moi je suis stupéfait, Allah Ibarak, effaré, mais au sens noble du terme, par le niveau de formation des étudiants algériens. Je vous le dis, hein, je suis enseignant à la faculté de médecine et puis dans des grandes écoles, j'ai deux pieds. Un pied dans le monde socio-économique, puisque je dirige des établissements de santé, et deux dans le monde académique. Et tous les Algériens que je vois qui viennent, je les vois qu'ils ont un niveau énorme. Je parle toujours santé et nouvelles technologies. Et moi, je fais partie de ceux qui disent, et c'est un grand homme politique, Allah Yahmoud, qui disait ça, Boumediene, il disait, mais il y avait son ministre qui disait, mais Sidna Raïs, donc les étudiants à Marahin al-Kharj, on ne va plus les voir. Moi, je dis, et il a répondu, non, mais un jour, l'amour du pays fera revenir parce que tôt ou tard, ils construiront. Et je terminerai par cette belle conclusion. Rani Jazairi, Rana Jazairioun, tous ensemble avec l'intelligence collective, et le docteur Moustapha l'a dit, Hichem Bourak, Simoussa, le docteur Ahali, et on en est tous la preuve là, aujourd'hui et ce soir, que nous allons construire, et je suis intimement convaincu que, Inch'Allah, l'Algérie va décoller. J'en suis intimement convaincu. Parce que quand je vois toutes ces compétences, et je ne vous parle même pas de mes amis qui sont dans le management, et le professeur Ferghani qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation dans ce cercle de managers de haut niveau la dernière fois, il peut en attester. On a l'avenir devant nous. Barakallahu fikoum. Et je remercie maintenant, parce que c'est normal, pour rendre à César, non, pardon, à Cléopâtre, parce qu'il n'y a pas qu'à Cléopâtre. Je remercie Dr Rahali de m'avoir fait confiance dans cette modération. Allah yatiha saha, parce que vraiment, hein, elle est l'exemple de dynamisme dans les startups. Fatma Souma. Ouais, عندك صح كون قلت Fatma Souma. Bravo. Contexte. À toi, docteur Rahali, le dernier mot vous appartient. Merci beaucoup, Barakallahu fikum. Vous avez relevé le niveau, vous avez déjà relevé des défis avant, maintenant on a tous d'autres défis devant nous. Et Inch'Allah, avec ce empowerment, ce travail de groupe, de collaboration, c'est là où on arrivera. Parce qu'une main ne peut pas, c'est-à-dire applaudir. Donc là, il y a plusieurs mains, plusieurs cerveaux. Je suis sûre et certaine qu'il y aura des synergies, beaucoup de synergies c'est-à-dire dans ce groupe. Barakallahu fikum, et merci beaucoup encore une fois.
à notre panel, Inch'Allah. Le prochain aussi sera du même niveau. Et Inch'Allah, نشوفكم بخير et صحة صيامكم. Bon courage. Merci beaucoup, docteur. Merci, salam. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum. Allah yahfazkum. يحفظكم. à vous tous. بارك الله Salam. فيكم. Salam. Wa salam. 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 Merci, Moustapha Boulemia, Yasmine. Salam. السلام عليكم. Salam Abdelaziz. Salam. Salam Belkacem. Salam Salam. Moussa. سلام. يا حورية. حورية. Salam Kharia. مصطفى تلقى في الاتصال ان شاء الله من حلول الحدود ان شاء الله. الله دكتور رحالي. سلام. صحفتكم بالبصلة والحر. سلام. سلام. سلام.